Aujourd'hui, on va parler un peu d'amitié et d'amitié féminine. Petite vidéo impromptue comme ça, pour un dimanche. Au départ, je pensais parler de toilettes pour femmes et revenir sur toilettes pour femmes, mais en bonne amitié, je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas tout de suite là maintenant alors qu'il faut que je tourne, on est samedi. Et en fait, m'est revenu que cette question de l'amitié, elle ne structure pas seulement toilettes pour femmes, elle structure aussi des interrogations féministes fondamentales que l'on trouve déjà, que l'on trouve avant, mais que l'on trouve notamment dans Toilettes pour femmes, dans Une chambre à soi. Je vais essayer de retrouver en improvisation complète et fatigue et un peu de chagrin ce passage important où Virginia Woolf parle des amitiés féminines dans Une chambre à soi. Moi, j'utilise l'édition Quarto. Je trouve très bien. Alors, très bien, pas pratique pour le métro, pas pratique pour lire au lit, mais sinon, elle est bien. Seulement, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que, est annoncé dans les essais, dans les articles, je sais plus, il y a un des articles qui est annoncé qui n'est pas dedans. Donc ça, c'est un peu curieux. Et puis, j'aurais dû chercher la page plus tôt. Une chambre à soi, j'en avais parlé pendant le confinement, je crois que je suis encore revenue dessus. C'est, de toute façon, Woolf est quelqu'un d'incontournable et d'extrêmement précieuse à lire. Déjà parce que c'est magnifique. Probablement un point d'origine pour beaucoup de lectrices et de femmes. Mais avec une particularité dans son écriture essayiste, c'est qu'elle a l'air de vraiment appliquer ce... Alors c'est étudié en histoire de la littérature et des formes littéraires. Comment Woolf, en fait, moi je suis pas une bonne Woolfienne, hein, je veux dire, je la lis comme ça. Et puis, je me dis des choses, mais je suis pas du tout une spécialiste de la question woolfienne, hein, et des études woolfiennes. Mais elle met en place un système d'écriture où elle se représente recherchant, ou d'autres femmes cherchant. Ça, c'est par exemple ce que vous avez dans la nouvelle Une société, que j'adore. J'ai fait une vidéo sur Une société. Elle le fait notamment dans Une chambre à soi, de façon qui a l'air d'être très naïve, mais qui permet de complètement guider la lecture. Et donc, elle va faire une promenade qui est littérale et emblématique dans le texte, mais qui correspond à des motifs littéraires très anciens, qui sont étudiés notamment par Alain Montandon, enfin, ou de tout ce qui va être de l'ordre de la spatialisation de la pensée. Ça, c'est important dans les mémotechnies, et on sait que ça joue dans la construction, par exemple, des cathédrales. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions-là, mais je vois des pistes. Et moi qui m'intéressais quand j'étais en master aux questions voilà, c'est là. De formation et surtout du voyage de formation, donc ça peut être le voyage en l'airement de formation, mais ça peut être plus large. J'ai trouvé dans les promenades littéraires, donc dans la sociocritique de la promenade d'Alain Montandon, ou l'idée que l'essai se construit comme une promenade ou comme une flânerie, c'est un grand motif du 19e, la flânerie est un grand motif benjaminien. Il y a quelque chose que Woolf prend ici à bras-le-corps, mais avec sa façon à elle de, comment dire, d'épauler, de soutenir, de serrer le coude, de tenir la main, sans l'ostentation de l'embrassade. Vous voyez, Woolf, globalement, c'est quand même, en termes d'éthos littéraire, j'ai quand même plus l'impression que c'est cette femme qui va toucher un peu le bras pour montrer on est là, que celle qui se met à faire des holas, quoi. Quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et ça explique pourquoi j'ai un peu de mal à trouver ma page, parce que les digressions font qu'on... Tout a l'air extrêmement naturel, c'est-à-dire on a vraiment l'impression d'un flux de pensée. Et d'un flux de pensée argumenté, et tout est en même temps extrêmement construit. Et donc ça amène quelque chose d'extrêmement complexe en termes d'écriture et de structure de récit, de pensée, d'essai, mais qui est extrêmement fort et qui me semble avoir en plus une espèce de démarche qui ne refuse pas frontalement
la théorisation essayiste, celle d'une Beauvoir, hein, celle de Kant, enfin, de Hegel, je donne des noms massifs, mais qui, l'air de rien, enfin, va se faire la Cicérone des réflexions en guidant sa lectrice, son auditrice, parce qu'il s'agissait souvent de conférences avant d'être des articles, et qui en même temps met en place, voilà, quelque chose qui est peut-être tout aussi serré, mais dont le raisonnement ne semble pas être qu'argumentatif, et notamment par l'inclusion de récits. Celui qui est très connu dans Une chambre à soi, c'est celui de la petite sœur de Shakespeare, qui a inspiré La petite sœur de Balzac de Christine Planté, un livre ô combien important. Mais aussi, là, un autre moment hypothétique. Je suis page 1168 et suivante du quarto, dans le chapitre 5. Je vais peut-être commencer un peu en amont. Ouais, on va lire des passages. Donc je commence au début du chapitre 5, 1167. Au cours de ces interrogations, j'étais enfin arrivé aux rayons, qui contiennent les livres écrits par des contemporains, hommes et femmes. Car aujourd'hui, il y a presque autant de livres écrits par des femmes que par des hommes. Ou, si ce n'est pas encore tout à fait vrai, et si le sexe masculin est encore le plus prolixe, il n'y a pas de doute que les femmes n'écrivent plus seulement des romans. Il y a les livres de John Harrison sur l'archéologie grecque, ceux de Vernon Lee sur l'esthétique, ceux de Gertrude Bell sur la Perse. Il y a des livres sur toutes sortes de sujets qu'aucune femme n'aurait été capable d'aborder une génération avant nous. Il y a des poèmes, des pièces de théâtre et des œuvres critiques. Il y a des livres d'histoire et des biographies, des livres de voyage, des livres d'érudition et de recherche. Il y a même quelques livres de philosophie et d'autres sur la science et l'économie. Il y a même quelques livres de philosophie et d'autres sur la science et l'économie. Et bien que les romans continuent de prédominer, il se peut très bien que leur rencontre avec des livres d'un autre genre les ait modifiés. Il se peut que soit dépassée la simplicité naturelle, l'âge épique de la littérature féminine. Il se peut que la lecture et la critique aient donné aux femmes une plus large vision des choses, une plus grande subtilité. Il se peut que soit épuisée la tendance à l'autobiographie, qui est évoquée dans Une chambre à soi. Les femmes vont peut-être se mettre à faire usage de l'écriture comme d'un art, et non plus d'un moyen pour s'exprimer elles-mêmes. Ça, c'est aussi très important, parce qu'elle ne dit pas que ce n'est pas bien, elle dit que c'est un stade. Parmi ces romans, et parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour les femmes à certains moments, et dans certaines circonstances, parmi ces romans, peut-être trouverons-nous une réponse à plusieurs de ces questions. Je pris un livre au hasard. Il se trouvait au bout de la rangée, il s'appelait L'aventure de la vie ou quelque chose du même genre de Mary Carmichael et venait de paraître en ce mois d'octobre. Il semble bien qu'il s'agisse du premier livre de son auteur, me dis-je, mais il faut que je le lise comme s'il gardait l'esprit de tous ceux que j'ai survolés, et elle nous parle d'intertextualité. Les poèmes de Lady Winchelsea, les pièces de théâtre d'Afwaben et les romans de nos 4 grandes romancières. Car les livres, malgré notre habitude de les juger isolément, s'influencent les uns les autres. Aussi faut-il que je considère cette femme inconnue comme la descendante de toutes celles dont j'ai noté les conditions de vie, et que je vois en quoi elle a hérité de leurs traits de caractère et de leurs inhibitions. Aussi avec un soupir, car les romans, bien souvent, agissent à la manière de somnifères et non de stimulants, et vous font glisser dans la torpeur au lieu de vous éveiller comme un brandon ardent. Je m'installai muni d'un carnet et d'un crayon pour tirer ce que je pourrais du premier roman de Mary Carmichael, L'aventure de la vie. Pour commencer, je laissai mes yeux courir le long de la page. Je veux découvrir le rythme de ces phrases avant de me charger la mémoire d'yeux bleus et d'yeux bruns et du degré de parenté probable entre Chloé et Roger. Ces choses viendront quand j'aurai décidé si Mary Carmichael tient en main une plume ou une pioche. J'essayai donc 1 ou 2 phrases à haute voix. Bientôt, il s'imposa à moi que quelque chose n'allait pas. Le doux glissement d'une phrase à l'autre s'interrompait. Quelque chose accrochait. De temps à autre, un mot m'aveuglait. Mary Carmichael ressemble à une personne frottant une allumette qui ne veut pas prendre, pensai-je. Mais pourquoi donc, lui demandai-je comme si elle était présente, la forme des phrases de Jane Austen ne vous convient-elle pas ?
Faut-il donc qu'on supprime ces phrases parce qu'Emma et Mr. Woodhouse sont morts? Quel malheur s'il devait en être ainsi, soupirai-je. Car, tandis que la prose de Jane Austen passe d'une mélodie à l'autre, comme la musique de Mozart, d'un chant à l'autre, cette prose-ci, quand on la lit, vous cause la sensation éprouvée en pleine mer, sur un bateau sans pont. On monte, puis on remonte. Ce laconisme, cette brièveté peuvent indiquer que l'auteur a peur de quelque chose. Peur d'être traité de sentimental, peut-être. Et là, c'est Margaret Cohen, je crois, que je n'ai pas encore lu, mais qui a fait une énorme étude sur comment le roman sentimental, qui était le roman de femme, a perdu devant le roman réaliste, plutôt un roman d'homme. Ça, ce sont des thèses qui sont discutées en études littéraires. Mais Virginia Woolf ne le savait pas, ce sont des thèses récentes. Ou bien se souvient-elle qu'on a qualifié les écrits des femmes de fleuries et nous poursuit-elle d'un surcroît d'épines? Mais avant d'avoir lu une scène avec attention, je ne serais pas sûre que Mary soit naturelle ou bien feigne d'être une autre. Quoi qu'il en soit, elle ne vous freine pas dans votre dynamisme, pensais-je, en me mettant à lire avec plus de soin. Mais elle amasse trop de faits. Elle ne pourra pas faire usage de la moitié d'entre eux dans un livre de cette dimension. Il était long à peu près comme la moitié de Jenner. Cependant, d'une façon ou d'une autre, elle parvient à nous entasser tous, Roger, Chloé, Olivia, Tony et Mr. Bingham, dans un canot qui remonte la rivière. Une seconde, pensai-je, me rejetant dans mon fauteuil, il faut, avant de continuer mon chemin, regarder tout cela avec plus d'attention. Un peu plus d'attention. Je suis presque sûre, me dis-je, que Carmichael est en train de nous jouer un tour. Car je me sens comme sur les montagnes russes, quand le chariot, au lieu de descendre, comme tout nous porte à le croire, remonte à grande vitesse. Mary traite à sa manière la séquence attendue. Tout d'abord, elle a brisé la phrase, maintenant elle a brisé la séquence. Soit. Elle a le droit de faire l'une et l'autre chose, si elle ne les fait pas seulement pour l'amour de créer. Duquel de ces deux sentiments s'agit-il? Je ne le saurai de façon certaine que lorsqu'elle aura affronté une situation. Je lui donne toute liberté, dis-je, pour le choix de cette situation. Qu'elle la fasse de bidon en fer blanc et de vieille bouilloire, si cela lui plaît, mais il faut qu'elle parvienne à me convaincre qu'il s'agit bien d'une situation. Puis, quand elle l'aura créée, il faudra bien qu'elle l'affronte. Il faut qu'elle fasse le saut. Et, décidée à accomplir mon devoir de lectrice, si elle accomplissait son devoir d'écrivain, je tournai la page et lus. Je suis désolée de m'arrêter aussi brusquement. N'y a-t-il pas d'homme ici? Me promettez-vous que derrière ce rideau rouge, là-bas, ne se cache pas la forme de Sir Charles Byron? Nous sommes entre femmes, vous me le garantissez, alors je peux vous dire que les mots que je viens de lire sont « Chloé aimait Olivia ». Ne bondissez pas, ne rougissez pas. Admettons, dans l'intimité de notre société, que ce sont là des choses qui, parfois, arrivent. Des femmes, parfois, aiment des femmes. Chloé aimait Olivia, ai-je lu, et je fus alors frappée de l'immense changement que ce fait représente. Pour la première fois peut-être dans la littérature, Chloé aime Olivia. Cléopâtre n'aimait pas Octavie, à quel point, si cela avait été, Antoine et Cléopâtre s'en fût-il trouvé modifié. Telles que sont les choses, pensais-je, permettant à mon esprit, j'en ai peur, de s'éloigner un peu de l'aventure de la vie. Toute l'affaire s'en trouve peut-être simplifiée et, si l'on peut dire, rendue absurdement conventionnelle. Le seul sentiment que Cléopâtre éprouve envers Octavie est la jalousie. Est-elle plus grande que moi? Comment arrange-t-elle ses cheveux? Peut-être la pièce n'en demandait-elle pas davantage, mais comme des rapports plus compliqués entre ces deux femmes eussent été intéressants. Tous ces rapports entre femmes imaginaires sont par trop simples, et je tentais de me remémorer mes lectures dans lesquelles deux femmes soient décrites comme amies. Il y a une tentative de ce genre dans Diane de la croisée des chemins, il y a des confidentes bien entendu, dans Racine et les tragédies grecques. Ça et là, il y a des mères et des filles. Mais, presque sans exception, ce sont dans leur rapport avec les hommes qu'elles sont montrées. Il est étrange de penser que, jusqu'à l'époque de Jane Austen, toutes les femmes importantes de la fiction furent non seulement vues uniquement par des hommes, mais encore vues uniquement dans leur rapport avec les hommes. Et pourtant, ce rapport ne constitue qu'une
toute petite partie de leur vie. Et qu'un homme sait peu de choses, même de cette petite partie, quand il observe à travers les lunettes, noires ou roses, les fameuses lunettes du genre, hein, déjà chez Virginia Woolf, que le seul fait d'être un homme lui pose sur le nez. Et c'est intéressant qu'elle dise les lunettes, et pas les yeux. Ces lunettes, on les enlève. D'où peut-être la nature particulière des femmes dans les romans. Les contrastes extrêmes entre leur beauté et leur horreur, leur intermittence entre bonté céleste et dépravation diabolique, car c'est ainsi qu'un amoureux les verrait, selon que son amour croîtrait ou décroîtrait, serait heureux ou malheureux. La chose, bien entendu, n'est pas aussi vraie pour les romanciers du XIXe siècle. Les femmes alors deviennent féminines, plus variées et plus complexes. En vérité, ce fut peut-être le désir d'écrire à propos des femmes qui peu à peu entraîna les hommes à abandonner le drame politique. Celui-ci, avec toute sa violence, ne pouvait faire d'elles qu'un maigre usage. Et les conduisit à inventer le roman considéré comme un contenant. Comme un pressentiment d'Ursula Le Guin, plus indiqué. Cependant, même ainsi, il demeure évident, fût-ce dans les romans de Proust, qu'un homme est terriblement gêné et partial dans sa connaissance des femmes comme une femme l'est dans sa connaissance des hommes. C'est ce qu'on appelle le privilège épistémique, hein, qui est théorisé par Marx, qu'on retrouve déjà chez les Saint-Simoniennes. Je ne pense pas que Virginia Woolf ait lu les Saint-Simoniennes. Dites-le moi dans les commentaires ou en privé. Mais ce n'est pas parce qu'une idée a été inventée à un moment qu'il n'est pas possible de l'inventer à un autre moment. Et ailleurs et dans d'autres circonstances, et que ces idées ne se répondent pas. Et je suis passionnée par ces phénomènes d'intertextualité involontaire. Peut-être qu'ils nous disent quelque chose aussi d'une vérité qui n'existe pas et qui pourtant se reconnaîtrait. Et là, je fais presque du Marc Jaja. Bisous Marc, si tu passes. Puis ajoutai-je, baissant de nouveau mon regard vers la page, il devient évident que les femmes, de même que les hommes, ont d'autres intérêts que les éternels intérêts domestiques. Chloé aimait Olivia. Elles avaient un laboratoire en commun. Voici ce que je lus et je découvris que ces deux jeunes femmes étaient en train de hacher menu du foie, le foie étant, semble-t-il, un remède contre l'anémie pernicieuse. Elles travaillaient ainsi, bien que l'une d'elles fût mariée et eût, je ne crois pas me tromper en l'affirmant, de jeunes enfants. Eh bien, jusqu'à présent, ce genre de choses avait toujours été négligé. Et c'est pourquoi l'admirable portrait de la femme dans la fiction est infiniment trop simple et monotone. Imaginez par exemple que les hommes aient toujours été représentés dans la littérature sous l'aspect d'amants de femmes, et jamais sous celui d'amis d'hommes, de soldats, de penseurs, de rêveurs. Que peu de rôles alors leur seraient destinés dans les pièces de Shakespeare, et combien la littérature en souffrirait. Peut-être aurions-nous la plus grande partie d'Othello, et une bonne part d'Antoine, mais nous n'aurions ni César, ni Brutus, ni Hamlet, ni Lear, ni Jack. La littérature en serait incroyablement appauvrie, et elle est appauvrie au-delà de ce que nous en pouvons juger, par toutes ces portes qui ont été refermées sur les femmes. Mise au point. Peut-être bien, quand mes yeux se brouillent, que la caméra le fasse aussi. Comment un auteur dramatique eût-il pu faire un tableau complet et véridique de ces créatures mariées contre leur volonté, gardées dans une seule chambre, consacrées à une seule tâche? L'amour était leur seul interprète. Le poète était contraint d'être passionné ou amer, à moins en effet qu'il n'eût choisi de haïr les femmes, ce qui le plus souvent signifiait qu'il n'avait à leurs yeux aucun charme. C'est une façon subtile de retourner les féministes sont des mal baisés. Par les misogynes sont des mecs, sont des incels. Si Chloé, donc, aime Olivia, si elles ont ensemble un laboratoire, ce qui rendra leur amitié plus riche et plus durable, car moins personnelle. Si Mary Carmichael sait comment écrire, et je commençais à goûter certaines des qualités de son style, si elle possède une chambre qui soit à elle, ce dont je ne suis pas absolument sûre, si elle possède bien 500 livres de revenus, ce qui reste à prouver, alors quelque chose de très important, je crois, a eu lieu. Car si Chloé aime Olivia et Mary Carmichael sait comment s'exprimer, elle fera briller une torche dans cette vaste chambre où, jusqu'à présent, nul n'a pénétré. Tout y est demi-jour et ombre profonde, comme dans ces cavernes sinueuses où l'on descend une bougie à la main, les yeux scrutant chaque recoin et sans savoir où l'on pose le pied. Et je me remis à lire et lus que Chloé regardait Olivia poser une jarre sur une planche, puis lui disait qu'il était temps qu'elle rentrât auprès de ses enfants. « Voilà un spectacle qui n'a jamais été vu depuis les origines du monde, m'exclamai-je.
Et je regardais, moi aussi, avec la plus grande attention, car je voulais savoir comment Maui Carmichael allait s'y prendre pour attraper ces gestes que nul encore n'a enregistrés, ces mots jamais dits ou dits seulement, à moitié, qui se forment, à peine plus palpables que les ombres d'une phalène sur un plafond, quand les femmes sont seules et hors de l'éclairage capricieux et coloré que projette l'autre sexe. Il faudra que Maui Carmichael retienne son souffle, car les femmes sont si méfiantes devant tout intérêt qui ne cache pas un motif évident. Elles sont si terriblement habituées à la dissimulation et au refoulement qu'elles sont hors du champ d'un œil observateur. La seule façon pour vous de vous y prendre, pensais-je en m'adressant à Maui Carmichael comme si elle avait été là, la seule façon pour vous de vous y prendre serait de parler d'autre chose, tout en gardant les yeux fixés sur la fenêtre et noter, non pas avec un crayon dans un carnet, mais dans la plus rapide des sténographies, en mots à peine esquissés, ce qui arrive quand Olivia, cet organisme qui a été gardé sous roche, je redis sous cloche en fait, là, pendant des millions d'années, sent la lumière tomber sur elle et voit venir vers elle des fragments d'aliments étranges, connaissances, aventures, art. On note le passage par les sciences naturelles. C'est moi qui commande, j'arrête de lire, on le voit, puisque je change de posture et de ton, qui permet... C'est du Renan, ça, c'est du Renan. C'est quoi Jésus? C'est un organisme unique qui a une idée extraordinaire, qu'il est le Fils de Dieu et que ce qui relie les hommes, dans le sens humanité, c'est l'amour. Et il invente le christianisme. Qu'est-ce qui se passe quand cette idée germe, à partir du germe, de l'embryon, du christianisme, qu'est Jésus? C'est ça, c'est ce passage par quelque chose qui va être totalement objectifiant, qui va totalement étrangéifier, mettre à distance cette fameuse distance scientifique objective ou qui semble objective, mais pour dire ce qu'est un acte de création, qui chez Renan est l'acte de la création d'une idée qu'est la religion chrétienne, et ce n'est pas rien que d'inventer une idée comme le christianisme, et toute l'histoire des origines du christianisme, on s'en souvient, c'est de raconter l'évolution de cette idée, dans ces circonstances particulières, qui furent celles d'abord de la Galilée, ensuite de l'Empire romain, bam 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 bam, je vous renvoie à toutes les vidéos sur Renan, voire à ma thèse. Mais là, l'idée, elle se traduit pour Woolf dans une création littéraire qui est d'abord une captation, mais une captation qui n'est pas seulement celle de la sténographie. L'écrivain n'est pas un enregistreur, et pas plus l'écrivaine. Mais ça va être la création qui va permettre de restituer, et pas seulement de restituer en représentant. La mimésis n'est jamais une copie, elle est toujours une recréation, et c'est ça qui se passe, et qui est essentiel, et qui parle d'une chose qui est essentielle, qui est l'amitié entre femmes, et je vais y revenir, mais je continue d'abord. Elle tend la main pour s'emparer de tout cela, pensais-je, et doit trouver une nouvelle répartition de ses ressources si hautement développées en vue d'autres fins, afin de pouvoir mêler le nouveau à l'ancien, sans troubler l'équilibre infiniment complexe et minutieux dans l'ensemble. Mais, hélas, je viens de faire ce que j'avais résolu d'éviter. J'ai, sans y penser, glissé dans l'éloge de mon propre sexe. Hautement développé, infiniment complexe, sont des termes indiscutablement laudatifs. Et faire l'éloge de son propre sexe est toujours suspect et souvent sot. D'autant plus que je ne sais comment, dans mon cas, je pourrais justifier ce que je viens de dire. Il m'est impossible de me rendre devant une carte de géographie et d'affirmer « Colomb a découvert l'Amérique et Colomb était une femme », ou de prendre une pomme et de constater « Newton découvrit les lois de la gravitation et Newton fut une femme ». Alors Colomb n'a pas réellement découvert, hein, ce sont des choses qui sont mises en question depuis, mais c'est pour troller. Ou de regarder vers le ciel et de dire que des avions sont en train de nous survoler, que les avions ont été inventés par les femmes. Il n'y a pas de marque sur le mur qui permette de mesurer la taille précise des femmes. Toujours ce rapport chez Woolf qui est essentiel aux détails extrêmement concrets pour dire l'idée. Il n'y a pas de mètre soigneusement divisé en fractions de centimètres que l'on puisse placer le long des qualités d'une bonne mère ou du dévouement d'une fille ou de la fidélité d'une sœur ou des talents d'une ménagère. Et là, on voit comment le monde mesurable ne mesure pas ce qui fait la vie des femmes. Peu de femmes, même aujourd'hui, possèdent des titres universitaires, les grandes épreuves des professions armées et marines, commerce, politique ou diplomatie, ont encore à peine joué pour elles. Aujourd'hui encore, elles restent presque en dehors de tout classement. Mais, si je souhaite savoir tout ce qu'un être humain peut savoir concernant par exemple Holly Butts, je n'ai qu'à ouvrir Burke
et Jubot, je sais pas comment ça se prononce, moi je fais allemand LV1. Et je trouverai que Sir Holly Butts a obtenu tel ou tel diplôme, qu'il possède un château, qu'il fut ministre, qu'il représenta la Grande-Bretagne au Canada, qu'il reçut un certain nombre de titres, de fonctions, de médailles et autres distinctions qui soulignent ses mérites de manière indélébile. Je pense que ma caméra est fichue. Seule la Providence peut en savoir plus loin sur Sir Holly Butts. Alors Chloé aimait Olivia. On va revenir rapidement là-dessus. J'ai lu hier un billet d'un carnet hypothèse, je vais le mettre en lien, qui m'a vraiment beaucoup plu. J'en reste là pour Woolf. J'ai oublié le nom de l'autrice, parce que je connais son pseudo Twitter, mais on va donner son vrai nom, qui est Eva Balgarbi. Je suis vraiment désolée pour l'écorchage. Contre canon, contre une histoire de l'art des héroïnes, pour une histoire de l'art des réseaux. Ce n'est pas une question d'amitié, c'est plus large, cette question des réseaux. Mais là, on se place au sein d'une chose qui est infiniment précieuse, profondément conscientisée, que l'on trouve également dans l'idée d'un continuum lesbien d'Adrienne Rich, qui inclut, mais ne se limite pas aux pratiques sexuelles. Le continuum lesbien, c'est cette vie avec les femmes, et Rich a lu Woolf, évidemment. Et je crois qu'elle cite Une chambre à soi de mémoire. Tout cela se situe donc, à ce moment-là, sur ce plan extrêmement important des relations entre femmes. Je rappelle qu'Alison Bechdel, dans son test, qui au départ était un semi-gag, c'est très intéressant quand les gags deviennent sérieux, parle justement des relations entre femmes, représentant deux femmes parlant entre elles d'autre chose que d'un homme. Et en fait, le male gaze, c'est un regard qui est sexualisant, qui est pornifiant, et donc il parle du désir des hommes, ou du désir qu'ont les hommes du corps des femmes. Certains hommes, enfin beaucoup d'hommes. On est sur des schématisations qui ont évidemment leur part de schématisme, mais qui permettent aussi de penser. Quand Woolf vise l'infra et le relationnel, et un relationnel qui est bien montré dans ce qu'il a eu d'impossible, par l'enfermement domestique, mais aussi dans ce qu'il a de si complexe, dans sa représentation, et de totalement inédit. C'est pour moi un des éléments, le collectif, qui fonde complètement le féminisme, dont l'origine est généralement attribuée au sein simonienne de la femme libre, que j'ai déjà évoqué. Mais qui va se retrouver ici, parfaitement, complètement emblématisé par Chloé aimait Olivia, et qui referme la porte du lesbianisme aussi dans le texte de Woolf. Mais je crois que la question, c'est très important, enfin, il y a quand même une grande tendance à faire de ces femmes colocataires de grandes amies et pas des lesbiennes, et en même temps une difficulté à faire de toutes les femmes qui ont été colocataires des lesbiennes, par exemple au XIXe siècle, ça c'est vraiment, c'est de l'ordre de la tarte à la crème, mais aussi, je pense aussi qu'on a parfois du mal à mesurer à quel point la lesbophobie, par exemple, a empêché intérieurement, a été une colonisation intérieure et bouche l'horizon. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est en train qui change depuis un siècle, depuis 50 ans, ça dépend comment on veut compter. Qu'en tout cas, que s'il s'agisse de science ou de féminisme, je place absolument au centre de tout. Et dans ce que cela inclut aussi de représentation et d'analyse littéraire et d'histoire de la littérature, le biais que je vais mettre est un biais en histoire de l'art, contre une histoire de l'art des héroïnes pour les réseaux. On est en plein Ursula Le Guin, là. Et ça marche, ça marche. Moi, je dirais même jusqu'au niveau des récits, et dans tout ce qui fait le sel de la vie. Et je voudrais rester sur ces mots qui font de l'amitié une valeur cardinale. Et je vous dis à bientôt.